Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vous donne enfin mes retours sur les sorties cinéma d'horreur d'avril à juin. Comme d'hab, ça sera mon avis à chaud en sortant directement du cinéma. Mais bien sûr, il n'y aura ni spoil puisque je suis consciente que vous ne les avez pas forcément tous vus. Alors autant vous dire qu'il y a des très bonnes surprises et d'autres un peu moins. Mais on va pas se plaindre, au moins il y a eu des choses à se mettre sous la dent. Et ça, franchement, c'est déjà très cool. Bref, trêve de bavardage inutile. On est parti pour ce bilan cinéma d'horreur d'avril à juin. Et on commence au mois d'avril, il est sorti Sinners de Ryan Coogler et c'est un film qui nous vient bien sûr des États-Unis. Ici, nous sommes à l'époque de la ségrégation dans le sud des États-Unis. Deux frères jumeaux reviennent dans la ville où ils ont grandi. Malgré leur projet incroyable, quelque chose de maléfique les attend. Bon, alors j'avais extrêmement peur, si vous vous rappelez, que ça soit trop dans la bagarre ou des fusillades interminables. Mais il y en a, mais ça m'a heureusement pas du tout dérangé. J'ai trouvé ce film dans l'ensemble très divertissant, intéressant et très bien réalisé. J'aurais aimé avoir un peu plus d'horreur pure et dure, mais franchement, il y avait quand même des monstres flippants. Oui, les yeux qui brillent, ça me trigue. J'ai adoré la plupart des personnages, malgré que j'aurais aimé en savoir un peu plus sur certains ou certaines d'entre eux. Mais en tout cas, ils étaient tous et toutes très pertinents et nuancés. Évidemment, les frères jumeaux joués par l'acteur Michael B. Jordan étaient incroyables. Mais mon gros coup de cœur était sur le personnage de Annie, joué par Wunmi Mosaku. Mais j'ai aussi également beaucoup aimé l'histoire qui m'a fait évidemment penser à Une nuit en enfer, mais avec un fond beaucoup plus enrichissant, moderne et impliqué. Et puis la photographie soignée, les décors, la musique, bref. Même si je ne hurle pas au chef-d'œuvre, est-ce que j'ai déjà fait ça, hurler au chef-d'œuvre? Chef-d'œuvre! C'est un film que je conseille fort et qui peut être clairement partagé avec un large public. Ensuite, il est sorti Until Dawn, La mort sans fin, de David F. Sonnenberg, et un film qui nous vient évidemment des États-Unis. Nous sommes avec Clover, qui a perdu sa sœur dans des circonstances bizarres. Un an après, il a la super bonne idée de retourner avec ses amis dans la vallée où elle a disparu. Bon, j'ai vu pas mal de gens qui ont aimé ce film, ou du moins pas détesté. Et je respecte. Mais franchement, ça n'a pas été du tout mon cas. Je vous spoile rien en vous dévoilant que je n'ai absolument pas du tout retrouvé l'histoire et ni même l'ambiance du jeu vidéo du même nom, et qui pour le coup, celui-ci, je vous le conseille très fort. Donc bon, première incompréhension et déception. Après, je suis peut-être un peu dure parce qu'il y avait quelques éléments du jeu et ils ont quand même voulu un peu recréer son environnement. Et désolée, j'ai trouvé ça mais raté. Quand on veut s'attaquer à des jeux vidéo, des franchises, des livres, il faut assumer derrière. Du coup, ça m'a agacée et sortie du film. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont pris un mixeur et qu'ils ont mis tout ce qu'on peut faire dans l'horreur et fait une soupe à la merde. Ouais, pardon, je suis désolée, peut-être un peu dur, mais j'ai trouvé ça tellement médiocre et même pas divertissant. Bon, je suis curieuse, dites-moi en commentaire s'il mérite un deuxième visionnage pour que mon avis évolue. Nous restons au mois d'avril et il est sorti Les Linceuls de David Cronenberg et c'est un film qui nous vient du Canada et de France. Ici, on est avec Karch qui arrive pas à faire le deuil de sa femme, Et pour pallier à sa peine, il invente un système qui permet de nous sentir plus proches de nos défunts. Oui, j'ai cru un instant que ce film allait me plaire et que j'allais réussir à passer outre l'antipathie profonde que je ressens pour Vincent Cassel. Et spoiler alerte, pas du tout. Le seul point que j'ai aimé, c'est le mécanisme inventé par Karch pour continuer à avoir un lien avec sa femme décédée. Mais ce principe est vite mis de côté pour parler de Karch et ses pulsions sexuelles, son deuil et l'accompagnement dans la maladie de sa femme, trop dur pour lui parce que je peux pas baiser avec ma femme que je considère comme un corps au service de mes désirs. Et à côté, une pseudo-intrigue complètement nulle
nul et ultra fouillis qui tire clairement sur les théories conspirationnistes, chose qui était intéressant et pertinent à l'âge d'or de Cronenberg. Et bon, la réalisation et le reste relèvent absolument pas l'expérience longue et indigeste de ce film. Je déteste encore plus Vincent Cassel. Comme quoi, on peut admirer et être fan d'un réalisateur sans non plus être d'accord de boire sa chiasse. Je suis un peu dure. Peut-être. Mais pour moi, ce film, qui ressemble clairement à un téléfilm même pas bien, donne vraiment une très mauvaise image de la femme, des douleurs vécues lors de maladies graves et de leurs proches aidants. Donc, vous l'avez compris, je ne vous le conseille pas du tout. On passe au mois de mai et il est sorti Les Maudites de Pedro Martin Calero, un film qui nous vient d'Espagne, d'Argentine et de France. Suite à un visio très bizarre avec son amoureux, Andrea a la sale impression que quelque chose la hante. Mais rien n'est visible à l'œil nu. Bon, alors ici on est dans un très beau film que j'ai adoré, que j'aime énormément et que je vous conseille bien évidemment. Je vais m'arrêter là parce que si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo top 10 des meilleurs films d'horreur de 2024. Et le prochain, c'était Destination Finale Bloodlines de Zach Lipovetsky et Adam B. Stein. Et bien sûr, il vient des États-Unis. Dans ce film, on est avec une étudiante qui fait un cauchemar récurrent où sa famille disparaît. Elle part donc à la recherche de la seule personne qui serait susceptible de l'aider. Bon, je suis contente. J'avais très peur qu'on me gâche cette franchise avec un opus de merde, car je voulais absolument un Destination Finale qui garde vraiment son identité et son essence, sans prendre trop de risques, je vous l'avoue. Eh bien, je l'ai eu et j'ai pas été déçue. Je suis allée dans l'état d'esprit de saga, ni plus ni moins, et d'ailleurs, si vous voulez le voir et que vous ne l'avez pas encore découvert, partez dans cet état d'esprit. Je vais voir un Destination Finale, pas autre chose, pas un truc révolutionnaire. Je voulais retrouver cette même sensation que quand je regarde tous les autres, et prenant tout ça en considération, j'ai passé un super moment. Alors non, c'est pas du tout le chef-d'œuvre de l'année, on est bien d'accord, mais il prétendra jamais vouloir l'être. Il reste à la continuité très cool de cette saga que j'aime trop. Il n'a évidemment pas dépassé ni le premier ni le deuxième, mais franchement, il se place en très bonne position. J'ai trouvé certaines morts très cool, un rythme bien géré, un environnement qui change, mais pas trop, des références aux autres films et des explications un peu faciles, mais pas déconnants non plus. Et on en parle de cette scène avec Tony Todd qui m'a clairement fait chialer? Non, on n'en parle pas parce que je veux pas vous spoiler, mais disons que c'est pas un secret que c'est son dernier rôle de ce grand acteur qui nous a malheureusement tout récemment quitté. Bref, je suis très contente de rajouter ce film à la saga que je me fais au moins une fois par année. Que si vous êtes autant un amoureux de cette franchise que moi, je vous le conseille bien évidemment. Et on passe au mois de juin et il est sorti The Life of Chuck de Mike Flanagan et c'est un film qui nous vient des États-Unis. On est dans un monde qui a l'air de pas se porter très bien et nous plongeons dans la vie de Chuck. Il remonte dans le temps pour nous raconter son passé. Alors oui, ce n'est pas un film d'horreur. Je sais. Mais vu qu'il est réalisé par Mike Flanagan, j'avais très envie quand même de le mettre dans cette liste. Mais vous faites pas de soucis, de toute façon mon retour sera très court. Parce que si je donne des infos de trop, je trouve que l'expérience tombe complètement à l'eau. J'ai été ravie justement de pas savoir dans quoi je m'embarquais. Et franchement, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais j'ai adoré cette adaptation de Stephen King. Un film qui te fait passer par des tas d'émotions et que si vous rentrez dedans, il t'embarque dans un voyage unique. Donc très honnêtement, je pense qu'il est à tenter, même si je suis sûre qu'il ne plaira pas forcément à tout le monde. Et on continue avec 28 ans plus tard de Danny Boyle et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni et des États-Unis. Presque 30 ans après le virus La Fureur qui s'était échappé du laboratoire de Cambridge. Un confinement très strict a été mis en place. Pourtant, des personnes ont trouvé le moyen de vivre malgré les infectés. Bon, je sais pas quoi vous dire. Mon attente était énorme, évidemment, et sûrement les vôtres aussi. J'ai été énormément sollicitée pour savoir ce que j'en ai
pensé. Et je vais pas faire durer du coup le suspense plus longtemps. J'ai été déçue. Oui, mes attentes étaient énormes, mais c'est compréhensible. 28 jours plus tard est un film que j'aime tellement d'amour, mais tellement fort. Et en plus, mon admiration pour Danny Boyle, qui pour rappel a réalisé tous ces films, et celle aussi du scénariste du film, Alex Garland, qui pour rappel a été le scénariste de ces films ou a réalisé ces films-là, et ben c'était le parfait cocktail. Le duo de choc était de nouveau ensemble, donc qu'est-ce qui pouvait aller mal? Eh bien malheureusement beaucoup de choses. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, donc ressenti très peu d'émotions et pas mal de longueur. J'ai pas adhéré à la réalisation caricaturale et cliché. J'ai pas spécialement aimé l'histoire décousue et désuète. J'ai trouvé que les infectés pour certains étaient ridicules, mal faits et mal amenés. Rien ne m'a replongé comme ce que j'avais ressenti quand j'ai découvert pour la première fois, et même quand je le revois pour la 12e, son tout premier opus. Mais attention, je ne dis pas qu'il est nul, même si ça fait beaucoup de choses négatives. Mais forcément, en sortant, je ne peux pas faire comme si elle n'avait pas existé et qu'elle m'est restée à travers l'estomac comme un vieux repas mal digéré. Il me perturbe. Est-ce que c'est ça qui est cool? Oui, peut-être. C'est ça qui est très cool aussi. En même temps, il y a quelques points positifs. Et ces points-là me donnent très envie, du coup, de le revoir. Parce que je sais très bien qu'il a plu à beaucoup de monde. J'ai étonnamment beaucoup aimé la toute fin. Et j'ai trouvé que l'enfant, sur qui repose beaucoup l'histoire, avait un jeu solide. J'ai aimé la bande-son, j'ai aimé certains plans, la nature, et j'ai adoré une sculpture bien magnifique. Si vous l'avez vue, vous voyez de laquelle je parle. Et bien sûr, j'ai aussi aimé l'audace de ce film. Parce que, oui, il est très audacieux. Il va à contresens, là où on ne l'attend pas. Est-ce que je dois m'indigner pour ça? Ben non, en fait, je ne peux pas m'indigner pour ça. Puisque c'est souvent ce que je recherche quand je regarde un nouveau film. Donc, franchement, c'est très perturbant, mais je ne peux pas vous le déconseiller. Je vous conseille même d'aller le voir et de vous faire votre propre opinion. Parce que personnellement, moi, c'est sûr, je vais le revoir une deuxième fois, même au cinéma, parce que en vrai, j'ai tellement envie de l'aimer. Et le dernier film qui est sorti fin juin, c'est Megan 2.0 de Gerard Johnston. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis et du Royaume-Uni. Bon, ici on est avec quelqu'un qui a des mauvaises intentions, il veut voler la super technologie de la poupée Megan. Cela met en danger beaucoup de gens, donc la créatrice Gemma réveille Megan pour en découdre. Bon, allez, je vous avoue, j'ai pas attendu que ce film sorte pour commencer à écrire cette vidéo. Voilà, désolée, mégalumpa. Mais franchement, est-ce que c'est si triste que ça de ne pas vous faire une revue sur ce film? Je ne pense pas, mais si c'est le cas et que le désespoir vous gagne de ne pas savoir mon avis, eh bien je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire et ça sera fait, je vous le promets. Mais franchement, je pense pas que je vais aimer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan cinéma. J'espère évidemment qu'elle vous a plu, mais j'ai surtout hâte de vous lire en commentaire, de savoir vos avis sur ces films. Vous avez été nombreux et nombreuses de me dire que ma petite chanson de savoir comment me soutenir vous manquait, alors je vous ai écouté pour me soutenir. Il suffit de liker la vidéo, de la commenter et de tout partager et d'aller sur le reste de mes réseaux. Mais surtout, n'oubliez jamais que d'avoir plein de mouches chez soi, c'est jamais bon signe. Ciao!